Bonjour et bienvenue dans notre webinaire sur les avantages de la création d'un cahier de charges. J'espère que vous pouvez tous m'entendre. Avant de commencer, je vais profiter de l'occasion de vous présenter une fois notre département, le service e-handwerk. Après, je vais directement donner le mot à M. Guillard pour qu'il vous explique un peu qu'est-ce qu'un cahier de charges et quels sont les avantages. Et après, M. Povoromo de Aquatechnique va faire un témoignage de son expérience dans le domaine. Et à la fin, vous avez la possibilité de poser des questions. Pour le moment, tous vos micros sont coupés. Si vous voulez que nous vous activons le micro, vous pouvez lever la main ou vous pouvez aussi poser directement vos questions dans le chat ou dans la section questions-réponses. Donc, moi, je travaille dans le service e-handwerk. Nous avons trois activités principales. La première, c'est le conseil individuel des entreprises. Nous organisons aussi tout au long de l'année des ateliers et des conférences et nous rédigeons des articles et des fiches pratiques sur différentes thématiques de la digitalisation. Donc, la première partie, c'est le conseil individuel, c'est-à-dire que nous allons dans les entreprises artisanales pour les informer un peu ce qu'ils peuvent faire dans la digitalisation et pour expliquer les différents moyens de financement qui sont disponibles aux entreprises. Les rendez-vous durent plus ou moins 1 heure et il n'y a pas de coût supplémentaire pour vous parce que c'est déjà couvert par votre cotisation à la Chambre des métiers. Après, nous organisons tout au long des webinaires sur différentes thématiques. Notre prochain webinaire est en septembre en collaboration avec le Natur- et Géoparc Meladal sur nouveaux modèles d'affaires grâce à la digitalisation. En octobre, nous organisons une conférence sur la cybersécurité dans le cadre de la Cybersecurity Week. Et en novembre, nous organisons un webinaire avec le guichet unique des PME sur le site Internet et le référencement. Après, nous publions aussi beaucoup d'articles, brochures, fiches pratiques, aussi des témoignages d'artisans sur notre site Internet. Vous pouvez tout trouver quand vous allez sur www.id.lu/ehandwerk. Donc, ici, vous trouvez encore une fois notre site. Donc, si vous voulez que nous visitions dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail, soit par téléphone. Et vous pouvez aussi nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et récemment, nous avons aussi maintenant un groupe Facebook qui s'appelle eHandwerk où vous pouvez nous suivre pour les actualités sur tout ce qui est digitalisation dans l'artisanat. Je vais maintenant donner le mot à M. Guillard. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Ok, donc voilà, je m'appelle Francis Gillard, je suis data center expert de métier et je suis CEO de ma société qui s'appelle Low Energy Consulting. Donc on a eu des contacts avec la Chambre des métiers pour justement animer ce webinaire. L'historique, on est déjà en rapport avec la Chambre des métiers parce qu'on a fait des projets pour eux dont on a réalisé évidemment les cahiers des charges. Et voilà, c'est un petit peu ce qui nous a amené là aujourd'hui. Donc, je ne sais pas, vous voyez bien ma présentation, la première page? Peut-être vous pouvez aller en plein écran. Peut-être. Sur le deuxième écran, plein écran. Ah, voilà. C'est OK comme ça, Carmen? Oui, c'est mieux, merci. Voilà, qu'est-ce qui est au menu? Donc, dans le premier point, on va définir ce qu'est exactement un cahier des charges. On va également parler des besoins et de l'analyse des besoins du client ou du projet. Quels sont les items qu'on doit absolument évoquer dans un cahier des charges. On parle aussi parfois de bordereaux ou bordereaux descriptifs, donc on va aborder ce point-là également. Et la gestion d'un appel d'offres, la clôture de l'appel d'offres,
le démarrage et le démarrage et la gestion du projet derrière, et puis la mise en route du projet. Donc, dans le premier point, si on veut dire un petit peu qu'est-ce que c'est un cahier des charges exactement, donc, le cahier des charges, c'est d'abord quelque chose qu'on appelle souvent CDC ou CSC, pour cahier des charges ou cahier spécial des charges, ça dépend un petit peu des régions ou des pays. En fin de compte, c'est une synthèse de l'ensemble des fonctions que va apporter la solution à votre projet. Ça prend en compte toutes les spécifications techniques auxquelles la solution fournie devra répondre, évidemment, et tous les besoins que ça devra combler au sein de votre société. Le cahier des charges permet aussi au maître d'ouvrage de faire savoir au maître d'œuvre ce qu'il attend de lui exactement lors de la réalisation d'un projet. Quand on parle de projet, ça peut être un petit projet ou un grand projet, peu importe. Mais en général, il y a aussi des pénalités qui sont inscrites là-dedans en cas de non-respect des différentes choses qu'on a préconisées dans le cahier des charges. Et puis, au final, c'est un document qui est contractuel parce que ça va permettre de respecter tout ce que vous avez souhaité d'avoir dans un projet. Donc, on a cité les pénalités de retard, mais il y a tout un tas d'autres pénalités qui peuvent s'y inscrire aussi. Et cela évite évidemment un aspect juridique ou de prendre un avocat après une mauvaise réalisation. Et ça évite surtout aussi des entreprises de se cacher derrière différentes excuses. Donc ça, c'est vraiment la base d'un cahier des charges. Les besoins du client ou l'analyse des besoins, ben, d'abord, il faut absolument définir clairement et de manière très détaillée les besoins de votre projet. Donc vous êtes en général le seul, ou vous êtes en tout cas une personne de l'entreprise qui sait définir les besoins à mettre dans le cahier des charges. Il faut connaître le budget parce qu'on a toujours un budget quand on fait des travaux ou quand on installe un nouveau système ou une nouvelle machine. Et il faut faire aussi vraiment attention aux compétences techniques et stratégiques du prescripteur, c'est-à-dire celui qui va écrire le cahier des charges. C'est pas nécessairement toujours le patron, c'est pas nécessairement toujours le service achat, mais ça doit vraiment être une personne qui décrit les besoins de manière très exhaustive. Les choses ou les items incontournables qu'on doit mettre dans un cahier des charges, c'est tout d'abord présenter votre entreprise, présenter le contexte du projet. Ça, c'est des éléments qui sont hyper importants parce que ça va permettre justement aux installateurs ou aux fournisseurs de situer dans ce contexte les nouveaux achats ou les nouvelles installations ou les nouveaux systèmes qui vont être mis en place. Il faut aussi établir de manière très exhaustive toutes les fonctionnalités du produit que vous allez acheter, du service que vous allez acheter. Et là, pour ça, à chaque fonction, vous pouvez simplement appuyer sur 4 éléments. L'objectif, la description détaillée des fonctionnalités que vous souhaitez avoir, les contraintes, parce que les contraintes du produit final, elles sont hyper importantes. Ça peut être des règles internes, ça peut être des règles de gestion, ça peut être des normes suivant les pays. Par exemple, au Luxembourg, il y a les normes ITM, mais vous avez aussi les normes européennes. Ça peut être des réglementations locales. Dans certains métiers, on a différentes réglementations qu'il faut aussi prendre en compte. Et ça doit être aussi la compatibilité avec les autres produits ou les autres systèmes ou les autres services existants dans l'entreprise. Et ensuite, définir un niveau. Il y a un niveau de priorité, un niveau de service. Par exemple, le Service Level Agreement. Il y a des entreprises qui donnent un service à leurs propres clients. Et si votre fourniture fait partie de ce futur service, eh bien, il faut évidemment donner le niveau de service. Ou encore, par exemple, la robustesse quand on parle d'installation industrielle. Ou la redondance, pour parler dans mon métier, on parle souvent de redondance dans les salles informatiques ou dans les data centers. Il faut évidemment se baser sur des éléments tangibles, que ce soit des normes existantes ou des normes qui sont déjà en cours. Donc ça, c'est vraiment des points importants à mettre dans un cahier des charges. Il faut mettre aussi ou préciser en tous les cas les contraintes, il y en a si elles existent,
Il faut les analyser avec le client qui donne la prescription. Il faut vraiment décrire de manière précise l'expérience de l'utilisateur qui va utiliser l'installation, le système, que ce soit un système informatique ou un autre système, ou plus précisément ce qu'elle devra être après la réalisation du projet, parce que souvent on part d'un point, je dirais, existant pour arriver à une amélioration ou un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle installation. Donc, on va aussi conclure avec une charte, ça peut être une charte de dessin, une charte graphique, une charte de plan. Il y a toujours des éléments qui sont internes à une entreprise, qui sont intéressants de citer et de mettre dans le cahier de charges également. Alors, on parle aussi parfois de bordereau. Donc, quand on parle d'un bordereau ou un bordereau descriptif, il s'agit souvent, par exemple, d'un fichier Excel. Ça sert à quoi un bordereau? Ça permet de définir qualitativement et quantitativement tous vos besoins. Vous avez besoin d'une installation, de 3 installations, de un système, de plusieurs systèmes, ou même dans le cahier des charges, il y a des éléments qui seront peut-être dupliqués. Ça va permettre aussi de comparer les prix sur les différentes entités identiques. Donc, je prends un exemple, vous achetez une installation de climatisation, vous avez défini ses besoins, et vous allez recevoir soit un prix forfaitaire pour cette installation, si vous avez décrit dans votre bordereau que c'était forfaitaire, vous allez pouvoir comparer les différentes sociétés qui ont remis un prix. Donc, avec un tableau Excel, après, on a évidemment un résultat. Et même s'il y a plusieurs postes dans votre bordereau, on peut comparer qu'une entreprise est peut-être plus chère pour le poste 1 et moins chère pour le poste 2. Et au prix global, on est tous les deux au même prix. Donc ça, c'est vraiment des positions intéressantes. Ça permet aussi de voir dans ces positions du bordereau qu'il y a des prix qui sont complètement farfelus, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire soit ils sont excessivement élevés, soit ils sont excessivement bas. Et là, on va comprendre tout de suite que soit l'entreprise n'a pas vraiment saisi ce qui est à fournir, parce que s'il y a un prix qui est complètement dérisoire par rapport au marché, ben, effectivement, il y a une problématique qui doit être gérée. Et ça permet de poser des questions a posteriori à l'installateur ou au fournisseur de nouveaux systèmes. Et puis ensuite, ce bordereau ou ce fichier Excel va vous permettre d'établir une shortlist. Si vous avez 5 ou 10 répondants pour un appel d'offres, à un moment donné, il va falloir choisir. C'est toujours difficile de choisir. Donc, il faut se donner une liste avec des critères et on peut ensuite comparer le prix, la qualité, etc. Ça, c'est vraiment un élément important pour pouvoir faire la comparaison. Ici, je mets cette petite image parce que tout le monde travaille sur le prix et le prix, malheureusement, c'est pas toujours très significatif. Alors oui, on aime bien tous d'acheter des choses moins chères, c'est normal, mais parfois le moins cher, c'est quelque chose qui est beaucoup plus coûteux après. Et si vous voyez ici le monsieur qui veut se faire tatouer une belle image et qui reçoit finalement un résultat très médiocre, bah, il va être très déçu pour le garçon. Et pourtant, il aura déjà payé le prix de cette installation, même si c'est 10% ou 20% moins cher. Donc, je pense que c'est très représentatif justement de la partie prix. Alors, dans le point 5, ici, la gestion de l'appel d'offres. Il y a des appels d'offres de type privé, il y a des appels d'offres de type public. Attention aux règles et aux lois pour ce dernier parce qu'il y a énormément d'aspects juridiques. Dans les appels d'offres privés, on peut faire ce que l'on veut, plus ou moins, et écrire ce que l'on veut. Ce qui est important, c'est finalement d'avoir ce que l'on souhaite. Dans les appels d'offres publics, on ne peut pas faire comme on veut. Il y a des règles d'établissement, il y a parfois des règles de service achat interne. Le processus lui-même de l'appel d'offres, il faut le définir clairement. Il faut faire un petit logigramme qui dit voilà, on écrit l'appel d'offres, on passe par le service achat, on le fait valider, on passe par le service technique, on le fait valider, et puis il y a une publication de l'appel d'offres
qui va faire la publication de l'appel d'offres? Est-ce que c'est l'entreprise qui écrit le cahier des charges? Est-ce que c'est l'entreprise qui a besoin du nouveau système? Tout ça, c'est des choses qu'il faut définir clairement pour que ce soit bien géré. Dans la gestion de l'appel d'offres, il faudra aussi shortlister les répondants sur base de la réponse. Donc, là, il y a des critères. On va évidemment parler du prix, mais pas seulement, comme on a dit. On va parler des critères techniques. Vous pouvez définir qu'une solution doit avoir telle puissance, doit répondre à tel niveau de qualité, elle doit faire tel processus. Vous pouvez mettre un processus sur un annexe. Il y a également les délais. Vous voulez avoir votre installation pour début 2022 ou vous voulez avoir votre installation pour fin de cette année ou pour le mois de septembre à la rentrée. Tout ça, c'est hyper important de le préciser. Souvent, derrière les délais, il y a également une notion de pénalité. Si vous n'arrivez pas à avoir le résultat en dehors les délais que vous avez souhaités, alors il y a X% du dossier qui peut être une pénalité. La pénalité peut être applicable par jour, par mois, par semaine. Voilà, ça c'est à définir. La qualité du dossier de réponse. On voit très souvent des entreprises qui répondent avec soit un dossier très peu qualitatif où il n'y a pas d'études, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de schéma. On vous donne un prix simplement, mais on n'a pas de détails. Ça, c'est, on va dire, des réponses qui ne sont pas qualitatives. Et là, on peut déjà tout de suite repérer qu'une entreprise ne gère peut-être pas correctement les choses. Donc ça, c'est un signe, un indicateur qui est quand même assez important. Et puis la complétude du dossier. Il y a des gens qui répondent à un appel d'offres en disant moi je fais la première partie, mais pas la deuxième partie. Mais de votre côté, vous attendez à avoir une installation complète, respectivement. Si la deuxième partie, vous la faites avec Paul et que c'est Pierre qui a fait la première partie, peut-être que ça ne va pas fonctionner, ça ne va peut-être pas être parfaitement compatible. Donc la complétude du dossier de réponse, conformément à l'appel d'offres, elle est hyper importante. Ensuite, on va arriver tout doucement vers la clôture de l'appel d'offres. Donc là, la personne qui réalise l'appel d'offres doit présenter un comparatif avec les critères, évidemment. Elle va shortlister, par exemple, on va comparer 5 entreprises, mais on n'a retenu que 2 entreprises parce qu'il y en a une qui n'a pas un dossier complet, parce que l'autre a répondu avec un prix excessivement élevé. Donc, on va shortlister en général à 2 ou 3 sociétés maximum, de manière à pouvoir faire un choix. Et alors ensuite, il y a le choix final. Le choix final, il est relativement simple. Il est souvent lié au prix, aux critères et à la qualité du dossier. Mais il peut être aussi lié à des points stratégiques. Par exemple, l'entreprise qui a répondu fait partie de votre groupe d'entreprises et vous souhaitez travailler avec cette entreprise-là plutôt qu'avec l'entreprise numéro 2 qui était shortlistée. Bon, ça peut être un critère également. Ça, c'est des points importants aussi. Ensuite, on va arriver sur le démarrage et la gestion du projet après l'appel d'offres. Donc, il faut évidemment libérer le budget. Qui lâche la commande? Est-ce que c'est une entité externe? Est-ce que c'est une entité interne? Est-ce que c'est simplement la comptabilité? Est-ce qu'il y a peut-être un financement ou un prêt qui est derrière? Tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Et puis alors, il y a le fameux kick-off meeting. Donc, la première chose à faire dans un projet, c'est de réunir tout le monde autour de la table, toutes les parties prenantes au projet, que ce soit le client, les parties techniques, informatiques, comptabilité, et de démarrer avec toutes les personnes, de les lister, de connaître leurs adresses mail, comment on peut communiquer avec eux, leur numéro de téléphone. Tout ça, c'est important de réaliser au kick-off meeting, de mettre l'accent sur certains points qui sont peut-être des points hyper importants dans le dossier. Donc le kick-off meeting, c'est une réunion vraiment importante en début de projet. Et ensuite, là, on est en route. Alors là, j'ai 2 petites images. Hein. On a soit une route très sinueuse, très pentue, qui est très difficile à atteindre. Ben, on arrivera probablement en haut ou en bas de la montagne. Ou alors vous avez une route qui est très droite parce que votre dossier a été bien fait et vous savez exactement où vous allez. Et c'est évidemment beaucoup plus facile de
gérer ça dans le cadre de la route bien droite. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Globalement, la présentation est, je dirais, assez complète, mais évidemment, il y a peut-être des questions de certaines personnes. Je ne sais pas si dans le chat, des gens qui posent des questions. Moi, je ne le vois pas. Carmen. Pour le moment, nous n'avons pas encore de questions. Je propose que si vous avez des questions, que vous les entrez dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses. Et entre-temps, on va donner le mot à M. Poveromo et à la fin, on va répondre à toutes les questions en même temps. Ok. Merci pour votre présentation. Avec plaisir. Bonjour, donc mon nom est David Poveromo, je suis gérant auprès de Aquatechnique SA. Et donc à la base, donc, je suis dans l'administration, je ne suis pas informaticien, mais j'ai entamé un projet de digitalisation de support en 2016 et donc j'ai été en quelque sorte absorbé dans cette fonction n'ayant pas de département informatique, hein. C'est souvent comme ça dans des petites et moyennes entreprises. Et donc, au départ, l'objectif était bien déterminé. Donc, on visait la digitalisation de fiches de travail et de bandes de commande matérielles. Puis, un peu compte tenu de tout ce que M. Gillard a dit, donc on voulait faire un cahier des charges, mais on a vu que c'était compliqué. Et puis, on a vu aussi qu'il y avait plusieurs modules de ou plusieurs processus qui étaient touchés par ces développements, de sorte qu'on a décidé de confier l'analyse de nos besoins à un consultant externe. Et donc, en quelque sorte, on a passé toute l'analyse et la rédaction du cahier des charges à un consultant externe. Et donc, nous, en l'occurrence, on a suivi un projet Fit for Digital avec un partenaire neutre, justement en l'occurrence Lux Innovation, pour avoir un peu un regard neutre et un suivi un peu de l'avancement du projet et du budget. Comment cela a évolué? Bon, effectivement, on a un peu on n'avait plus la main directe, donc il y avait ce consultant externe, et le projet a vite pris de l'ampleur, hein. Il y avait plusieurs modules concernés. Quand on dit bon d'approvisionnement ou bon de commande, on touche au stock, puis de là au CRM, puis aux installations, et puis à la compta. Enfin, finalement, suite à l'analyse des besoins, on nous a préconisé le remplacement d'un ERP et on a fait on a fait l'analyse des besoins et on a tracé des processus pour donc le remplacement de l'ERP. Donc là, premier risque, c'est celui de la délimitation du projet, hein, qui d'un coup n'était donc plus restreint à la digitalisation de certains supports, mais on parlait après de tout un système. Un ERP est quelque chose de très complexe, hein, dans l'installation. De plus, donc, on ne connaissait pas la solution informatique. M. Gillard, avant, il a mis l'accent sur le fait qu'il fallait tester, il fallait la voir, il fallait même en voir plusieurs. Bon, nous, là, on s'est un peu remis à nos consultants externes. Ils ont présenté une solution qui, à leur avis, était conforme à nos besoins. Nous, on ne connaissait pas trop cette solution. On a eu des aperçus, mais on n'en savait pas tellement plus que ça. Donc, on a fait confiance et on est parti sur cela. Donc, en fait, on n'avait pas vraiment un horizon. Donc, quelque part, on avait une budgétisation de l'installation des modules, mais on n'avait pas de délai précis et pas non plus
de délimitation de projet. Donc après, on n'a pas parlé des fonctionnalités en détail, bien qu'elles aient été analysées par le consultant en amont. Ils ont quand même parlé avec les personnes clés dans l'entreprise, mais c'est eux qui avaient la main, c'est eux qui ont listé. Et quelque part, je pensais me désengager un peu du projet, mais bon, puis finalement, j'étais bien été obligé à rentrer dedans. Hein. Donc effectivement, le problème en cas d'externalisation de cahier des charges, c'est d'avoir le contrôle là-dessus. Et souvent, il n'est pas assez précis. Hein. On devient en quelque sorte dépendant du prestataire informatique. Puis, si je pourrais peut-être ajouter par rapport sur base de mon expérience, sur ce que M. Gillard a dit, il est difficile dans un cahier des charges de tenir compte des phases de transition et des migrations de données. Donc, si je pense, notamment un ERP, on ne le développe pas quelques jours. Hein. En quelques semaines, ça peut prendre des mois. Et pendant ces mois, il faut prendre une décision sur le déploiement. Est-ce qu'on teste tout dans la mesure du possible, sachant que tester dans la situation, tous les tests ne reproduiront difficilement la situation réelle. Les tests sont des tests de fonctionnalité, mais ce ne sont pas des tests sur des vraies situations de travail, donc difficiles. Donc on fait un déploiement one shot, ou alors est-ce qu'on déploie des modules un après l'autre, ou mieux dirais-je, des processus un après l'autre. Ça, c'est très important à définir à la base. Dans notre cas, on a fait le choix de développer et de mettre en place des modules, mais selon la méthode agile. Mais bon, ça n'a pas été évident puisqu'il manquait un peu l'interaction entre les modules, puisque d'un département à l'autre, ils sont liés. Donc, il vaudrait mieux que tout le processus soit cadré avant le passage en production. Et puis, ce qui est aussi très important, déjà au niveau de la rédaction d'un cahier des charges, c'est de couvrir la notion de fonctionnalité. Donc ça, M. Gillard l'a bien décrit. Et j'ajouterais également, même si c'était présent en marge, mais la notion d'ergonomie, hein, puisque tester une fonctionnalité, encore une fois, ne signifie pas travailler avec. Donc, voyez vraiment, il faut encore que tous les collaborateurs puissent avoir les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir travailler de manière productive. Donc, pas seulement de passer d'une fonction A à B ou d'un module à un autre, mais vraiment de le faire rapidement, puisque c'est ça qui nous permet après d'être efficient, hein, de gagner du temps. Et donc, incorporer les besoins en ergonomie dans le cahier des charges. Nous, au départ, on n'a parlé que de fonctionnalité et ça s'est avéré un problème. Donc, on nous disait souvent, d'ailleurs, oui, bon, là, on implémente les fonctionnalités, et puis le reste, les petits développements, je pense notamment au layout, donc ça, c'est un nice to have. Encadrer, définissez bien la notion de nice to have, parce qu'un nice to have, parfois, il est bien indispensable au bon fonctionnement d'un ERP et d'une solution informatique. Hein. Donc, dans le cahier des charges, insérez bien tout ce qui concerne les layouts et les rapports, parce qu'on en parle souvent en marge dans les solutions informatiques, mais c'est ce qui coûte le plus cher après à développer, hein, parce que un ERP ou une solution informatique peut très bien fonctionner en tant que tel, mais après, chacun a ses propres besoins en termes d'édition, voire d'impression, et même si on est dans un univers digital, il faut quand même, on a quand même besoin d'imprimer certains supports, et ça, il faut le préciser déjà dès le départ
et que ce soit inclus dans le cahier des charges. Pareil pour tout ce qui concerne l'aspect sécurité, mais quand je dis sécurité, c'est une sécurité d'accès, hein, donc accès aux différents modules. Les différents salariés de l'entreprise n'auront sûrement pas les mêmes accès, donc veiller à ce que ce soit en quelque sorte, enfin, dans la mesure du possible, prévu à la base, ou qu'on essaye de chiffrer les développements qui seront nécessaires pour délimiter les accès dans les différents modules. Pareil pour tout ce qui est un peu la polyvalence de la solution, pour qu'elle, comme on parle de digitalisation, qu'elle puisse être adaptable et utilisable sur plusieurs formats, plusieurs supports. Tout ça, c'est des points qu'on a pensé après. On s'est limité dans un premier moment à lister les fonctionnalités dont on avait besoin, et on n'a pas tenu compte de ces points-là qui sont primordiaux pour pouvoir bien fonctionner. Surtout dans un ERP, il s'agit de maximiser les interactions entre les modules et les collaborateurs. Donc, il s'agit de travailler ensemble. Donc, ne pensez pas de manière très sèche uniquement à la solution et à ce qu'elle permet de faire, mais pensez également comment l'utiliser de manière efficace. Donc, pour résumer un peu, avant de commencer même le cahier des charges, peut-être regroupez-vous ou alors isolez-vous et visualiser un peu, essayez de visualiser votre environnement de travail d'ici 2 à 3 ans, je dirais. Ne pensez pas comment vous voulez travailler maintenant que vous cherchez une solution, mais comment vous voudrez travailler dans 2 ans, dans un futur proche. Hein. Et donc, par rapport à cette vision, on commencerait à tracer des processus et à réaliser le cahier des charges comme M. Gillard l'a décrit. Et donc, pour résumer, pour ne pas emprunter ce chemin tortueux que M. Gillard a montré en photo dans le dernier slide, parce que ça a été notre cas, essayez vraiment, je sais que ce n'est pas simple parce qu'on ne connaît pas d'emblée les solutions, c'est des nouvelles solutions, donc on dispose souvent que d'un aperçu, mais voilà, essayez de faire des tests, d'avoir des accès, de monter un bac à sable, une base UAT où vous pouvez essayer, délimiter le projet, savoir dans la mesure du possible où vous voulez en arriver en termes de fonctionnalité et de fonctionnement. Et puis, pour le reste, c'est ce qui a été évoqué pour le cahier des charges, donc déterminer l'étendue financière, les délais de réalisation, impliquer les personnes. Moi, j'ai souvent été seul dans l'implémentation du projet face aux prestataires informatiques, mais vraiment essayer de vous accompagner aussi bien en interne qu'en externe, mais déjà en interne, des personnes clés dans l'entreprise pour déterminer les besoins. Donc, pas quand le projet il est lancé, mais déjà avant la réalisation du cahier des charges, dans la réalisation des processus en vue de la réalisation du cahier des charges. Et donc là, par rapport à ça, lister les fonctionnalités et déterminer les besoins en ergonomie entre collaborateurs. Et puis, enfin, très important, ça a été dit, définir la relation contractuelle. Donc, à partir de quel moment est-ce que on parle d'un supplément, qu'est-ce qui est compris dans le contrat et qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe, parce que ça arrive souvent, s'il y a une mauvaise manipulation, est-ce que je suis responsable? Enfin, on est quand même en train d'implémenter, on ne connaît pas, donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Est-ce qu'on est couvert par un support déjà même en phase d'implémentation?
Voilà, donc après, chaque projet est spécifique. Moi, je n'ai fait que relater mon expérience. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous laisserai peut-être la parole, me poser des questions si vous avez voilà, si vous avez des questions plus précises. Merci. Ok, merci beaucoup pour le témoignage. En fait, nous avons déjà directement une question pour vous. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est un ERP? Enterprise Resource Program. Donc, en gros, c'est un logiciel de gestion intégrée. C'est une solution informatique qui intègre ou qui concerne plusieurs composantes de l'entreprise, plusieurs départements. Hein. Donc, on y gère tout l'environnement de l'entreprise. Donc, des stocks aux clients, à la relation client, au canal de vente, à la comptabilité, voilà, la logistique, la production. C'est une solution qui couvre, je dirais, les processus de base de l'entreprise. Si peut-être M. Gillard peut rajouter si. Mais bon, grosso modo, Non, c'est. c'est déjà très complet, David. Je voulais simplement dire, vu l'expérience un petit peu malheureuse de votre projet, dans le slide des besoins, j'avais vraiment attiré l'attention sur les compétences techniques et stratégiques du prescripteur. Et ça, c'est effectivement parfois de se faire entourer des bonnes personnes ou parfois aussi se rendre compte que les personnes n'ont pas toujours la compétence pour gérer tel projet parce que finalement, c'est pas seulement un cahier des charges, mais c'est un projet complet puisque ça implique l'implémentation, les périodes de test et les différentes phases. Donc, un ERP pour une entreprise comme la vôtre, c'est déjà un projet assez conséquent. Ouais. Évidemment, dans des petits projets, on va peut-être pas aller aussi loin dans les détails, mais c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes. Et parfois, vous savez, on n'y connaît rien. On est spécialiste dans un domaine, mais on n'y connaît rien dans un autre domaine. Ça, c'est vraiment important aussi. Donc, pour s'assurer des compétences techniques des différentes personnes, d'abord, il faut lui poser la question. La personne, si elle est honnête, elle vous dira, moi, je ne peux pas faire votre projet parce que je n'ai pas la compétence dans les ERP, par exemple. Mais c'est aussi de voir son expérience, son vécu, qu'est-ce qu'il a peut-être fait comme projet ERP pour une autre entreprise et d'écouter un petit peu avant de commencer. Donc ça, c'est hyper important. Je voulais simplement ajouter ça. Ok, merci. La prochaine question, je crois que vous avez déjà répondu dans le chat, une des questions. Peut-être que vous pouvez encore une fois expliquer à tout le monde si on doit faire aussi des cahiers de charges pour les clients privés. Donc, dans le monde privé, il n'y a pas d'obligation de faire des cahiers des charges. Suivant l'importance du projet ou l'importance du client, évidemment, c'est mieux parfois de faire un cahier des charges. Je prends l'exemple, nous avons fait le cahier des charges du data center de la Chambre des métiers. Il y avait tellement de points techniques différents, de coordination avec différents services, avec différentes personnes, que c'était vital de faire un cahier des charges. Et si on ne fait pas un cahier des charges, qu'est-ce qui se passe? L'entreprise qui souhaite avoir un produit ou un service ou une installation, elle va recevoir des offres, elle peut demander des offres de différentes entreprises. Mais comment pouvez-vous vous assurer d'avoir reçu une offre complète, d'avoir adressé, comme on dit, tous les points que vous avez besoin? C'est jamais possible. Aujourd'hui, on reçoit la plupart du temps des offres qui sont de type forfaitaire, où on vous dit, voilà, ça va coûter 50 000 euros pour faire un ERP, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est une mauvaise base. Il faut que ce soit décrit, il faut que ce soit expliqué. Et David Povermo l'a bien illustré, malheureusement. Ça a été une route un peu sinueuse. Et au final, vous avez encore un produit qui ne correspond peut-être pas totalement à vos attentes. Par exemple, Exactement, on sur le travaille point de encore vue, dessus. Ouais. voilà, le point de vue ergonomie, vous l'avez souligné. C'est un point évidemment dans le software qui est important, parce que si on a une feuille Excel pour faire de l'ERP, ça va pas être très ergonomique, ça va pas être très pratique. Et les gens, les différentes personnes d'entreprise qui doivent travailler là-dessus vont s'arracher les cheveux, vont perdre du temps, vont s'énerver, et à la fin, c'est pas très productif. Et vous-même, vous avez acheté un produit,
Au final, vous avez mis de l'argent sur ce produit et ça vous fait encore perdre de l'argent, or qu'en principe, un ERP qui est bien fait, ça devrait vous faire gagner de l'argent. Ça devrait vous faire gagner du temps. Donc, vous voyez, l'objectif, là, il n'est pas complètement atteint. J'imagine, David, que vous avez reçu certaines fonctionnalités que vous souhaitez et que vous avez peut-être encore dû payer pour avoir d'autres fonctionnalités ou d'autres ergonomies pour une utilisation plus user-friendly, comme on dit. Mais voilà, en final, ce n'était pas le but de repayer tout un tas de suppléments non plus derrière. Absolument pas. Et ce que j'ajouterais à cela, c'est que une fois qu'on est parti, une fois qu'on s'est lancé dans le projet, on ne peut plus faire marche arrière. Vous ne pouvez pas dire bon bah ça ne me convient pas, ça me prend trop de temps, je change ou je reste avec mon ancienne solution. Il n'y a plus après il faut rester dans le bateau et il faut ramer et avancer. Donc vraiment essayons d'essayer de ne pas faire la faute au départ, ou plutôt avant le départ, d'avoir le plus d'informations possible et avoir partagé aussi en interne le plus d'informations possible. Ok, merci. Nous avons encore une autre question. Comment pouvons-nous éviter le copinage entre la consultance du projet et les répondeurs de l'appel d'offres? Comment pouvons-nous éviter? Je n'ai pas compris le mot. Comment pouvons-nous éviter le copinage entre la consultance du projet et les répondeurs de l'appel d'offres? Je dirais qu'on ne peut jamais éviter ce genre de point. Simplement, il y a une neutralité à avoir quand vous écrivez un dossier comme celui-là. Et donc, il faut définir des besoins techniques. Il faut que l'appel d'offres réponde à ces besoins techniques. Et là, le copinage ne peut pas fonctionner. Si je prends un exemple, si vous souhaitez acheter une Ferrari rouge de 600 chevaux et vous êtes copain avec le gars du garage Renault, vous n'arriverez jamais à avoir le résultat que vous souhaitez. Donc, évidemment, tous les deux, c'est une voiture, ça a 4 roues et un moteur, mais ça ne va jamais donner, ça ne va jamais répondre aux souhaits que vous avez. Donc, ça, c'est important de garder l'objectif du projet et de savoir que, par exemple, le RP de David Poveromo, il souhaitait d'avoir tel et tel point, et donc il faut l'atteindre. Et là, il y a une multitude de points à définir, donc il faut être très exhaustif dans les cahiers des charges. C'est évidemment pas facile. Et je le souligne encore une fois, c'est les compétences techniques du consultant qui va vous aider. Si lui, il a bâclé son travail, vous n'aurez pas ce résultat. Ok, Je ne merci. sais pas si ça répond à la question, mais voilà. Après, Carmen, vous pouvez ouvrir les micros hein, si les personnes veulent en parler ouvertement. Oui, je peux ouvrir le micro si quelqu'un a encore des questions. Le monsieur qui a posé la question a dit merci, donc je crois que nous avons bien répondu à sa question. Pour le moment, je n'ai pas eu d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez eu des questions. Pas pour ma part, non. Non, moi, je n'ai pas d'autres questions non plus. Ok, donc en tout cas, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Le cas échéant, on peut aussi transmettre vos questions aux deux intervenants. Oui, on peut encore attendre un peu, mais je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci à vous deux pour l'intervention. C'était très intéressant. Et aussi, Avec merci aux plaisir. Merci à vous. participants d'avoir participé. Et on vous espère vous voir dans un de nos prochains ateliers. Bah, je pense que voilà, si les consignes et le slide de Monsieur Gillard est partagé, c'est déjà un bon point de départ. C'est déjà des bonnes notions de base avant d'entamer un projet. Et puis Oui, voilà. nous avons aussi une fiche pratique sur la rédaction d'un cahier de charges que Voilà. je peux aussi après partager avec tous les participants.
Voilà. Merci, Ok. au revoir. Merci, Bien. au revoir. Au revoir.